Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est 15 h local au Caire, l'heure de notre journal en langue française sur la télévision égyptienne. Tout de suite, les principaux titres. À la une des actualités, le président Abdel Fattah el-Sisi a accueilli aujourd'hui au palais de l'Ittihadiyya son homologue zambien Hakainde Hichilema. Les deux dirigeants ont examiné les moyens de renforcer les relations bilatérales et la consultation sur le développement des situations régionales. La cérémonie d'accueil officielle a été réservée au président zambien. Ensuite, les chefs d'État ont passé en revue la garde d'honneur et les hymnes nationaux des deux pays ont été joués. Le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli a déclaré que l'exposition et la conférence Sports Expo 2025 constituent une plateforme internationale importante pour renforcer les opportunités d'investissement et d'innovation dans le domaine du sport et ouvrir de larges horizons pour la construction de partenariats sportifs efficaces, reflétant le leadership de l'Égypte en tant que destination mondiale de premier plan en matière de sport et d'investissement. Cela s'est produit lors de l'investiture aujourd'hui du Premier ministre au nom du président Abdel Fattah el-Sisi pour la 3e édition du Salon et de la conférence sportive internationale Sports Expo 2025 qui durera 3 jours avec une large participation de grands clubs de fédérations sportives et d'entreprises spécialisées dans la technologie et l'investissement sportif. L'exposition vise à transformer radicalement le paysage sportif en intégrant la technologie à l'innovation et en enrichissant les horizons d'investissement et en améliorant l'expérience du public. L'exposition s'articule également autour de 3 axes principaux qui visent à renforcer le rôle du sport en tant qu'outil économique et de développement. Le Hamas a accusé Israël dimanche de mettre en péril la trêve à Gaza, dont la première phase expire dans quelques jours, en bloquant les libérations de prisonniers palestiniens tant que se poursuivront les cérémonies humiliantes autour des libérations d'otages. La décision annoncée par Israël de ne pas libérer samedi plus de 600 détenus en échange de 6 otages israéliens rend plus incertaine encore la suite du cessez-le-feu dont la première phase s'achève le 1er mars sans que les termes de la 2e étape aient été négociés. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou s'est dit prêt à reprendre les combats à tout moment dans la bande de Gaza où le Hamas l'accuse de mettre en péril la trêve en bloquant la libération convenue de prisonniers palestiniens. La première phase du fragile cessez-le-feu entrée en vigueur le 19 janvier à Gaza après 15 mois de guerre est censée prendre fin le 1er mars, mais les négociations prévues sur la suite du processus n'ont toujours pas démarré. L'envoyé du président américain Donald Trump, Steve Witkoff, a annoncé qu'il se rendrait dans la région cette semaine, probablement mercredi, pour négocier et obtenir une prolongation de la première phase du cessez-le-feu. Les efforts pour acheminer les aides humanitaires à la bande de Gaza se poursuivent via le poste frontière de Rafah. Aujourd'hui, 165 camions de divers aides humanitaires et de secours, dont 15 de carburant et du gaz, sont entrés au port terrestre de l'Aouga et Karam Abou Salem en prévision de son entrée dans la bande de Gaza après avoir été inspectés. Ces camions transportent des fournitures médicales, des denrées alimentaires et des équipements de secours destinés aux résidents de Gaza. Ces camions sont supervisés par le Croissant Rouge égyptien en coordination avec les autorités palestiniennes. Le terminal a également félicité l'évacuation des patients et des blessés vers des établissements médicaux à l'étranger pour des traitements spécialisés. Ces initiatives s'inscrivent dans le cadre des efforts continus de l'Égypte pour soutenir le peuple palestinien face aux défis humanitaires actuels. Israël a annoncé dimanche avoir expulsé avec interdiction de rentrer chez eux des dizaines de milliers de Palestiniens de 3 camps de réfugiés du nord de la Cisjordanie occupés, investis par l'armée qui mène dans le secteur une vaste opération depuis un mois. 40 000 Palestiniens ont déjà été évacués des camps de réfugiés de Jenin, Tulkarem et Nurshams, désormais vides de leurs habitants. L'opération Mur de Fer a jusque-là provoqué la mort de 51 Palestiniens, dont 7 enfants et de 3 soldats israéliens, selon l'ONU qui a recensé des dizaines de milliers d'habitants de camps de réfugiés restés déplacés après un mois.
Le secrétaire général de l'ONU s'est dit gravement préoccupé par la montée de la violence en Cisjordanie et les appels à l'annexion devant le Conseil des droits de l'homme à Genève. M. Guterres a souligné lundi l'importance du fragile cessez-le-feu en place à Gaza depuis le 19 janvier. Dimanche, l'armée d'occupation israélienne a annoncé le déploiement des chars à Jénine. C'est la première fois que des chars opèrent en Cisjordanie depuis la fin de la deuxième intifada palestinienne en 2005. Le haut-commissaire de l'ONU aux droits humains, Volker Turk, a qualifié d'inacceptable toute proposition pour forcer les habitants de Gaza à quitter leur terre. Le haut responsable onusien appelle tout le monde à se ressaisir pour que les droits humains et l'état de droit restent les fondements des communautés, des sociétés et des relations internationales, car sans quoi la situation est très dangereuse. Turk doit présenter la semaine prochaine une analyse plus complète de la situation mondiale, lui permettant de détailler ses observations sur les droits humains par pays. Le Conseil des droits de l'homme est en session depuis lundi et pour 6 semaines. L'Union européenne a annoncé lundi la suspension des sanctions contre la Syrie visant des secteurs économiques clés. Ceci intervient avant la conférence de dialogue national qui va se tenir lundi sur 2 jours en Syrie. Les nouvelles autorités syriennes ont formé mi-février un comité composé de 7 personnes, dont 2 femmes, chargées de préparer cette conférence de dialogue national censée représenter tous les Syriens. Un gouvernement provisoire est chargé de gérer les affaires courantes jusqu'au 1er mars, date à laquelle la Syrie doit se doter d'un nouveau gouvernement reflétant la diversité du peuple syrien selon les nouvelles autorités. Les conservateurs allemands ont remporté ce dimanche les élections législatives allemandes marquées par un score record de l'extrême droite dans ce scrutin crucial pour une Europe en plein doute face à la fracture avec les États-Unis de Donald Trump. Plus de détails dans ce commentaire. Vainqueur des élections allemandes avec un score plus faible qu'espéré, Friedrich Merz, le chef de la droite, se lance dans des négociations ardues pour former un gouvernement attendu avec impatience par les Européens pour peser face à Donald Trump et la Russie. Friedrich Merz a immédiatement annoncé vouloir opérer un virage radical pour l'Allemagne en émancipant l'Europe de Washington en matière de sécurité. Son bloc constitue autour des partis démocrates chrétiens, CDU et CSU, actuellement dont l'opposition a obtenu 28,6% des suffrages selon les chiffres officiels. Cette victoire est plus étriquée qu'escomptée. Mais Friedrich Merz a désormais toutes les chances de devenir le nouveau chancelier, en remplacement du social-démocrate Olaf Scholz, dont le mouvement, avec 16,4%, enregistre son pire score de l'après-guerre, affirmant disposer d'un mandat clair pour changer le cap politique du pays. Il a dit viser la formation d'un gouvernement de coalition au plus tard à Pâques, autrement dit le 20 avril. Les bouleversements tectoniques du paysage politique allemand surviennent au moment où la première économie européenne traverse des crises multiples qui remettent en cause son modèle de prospérité entre récession et fossé de plus en plus profond entre l'Europe et les États-Unis, notamment autour de l'Ukraine. Friedrich Merz a proclamé que compte tenu de l'indifférence de Donald Trump à l'égard de l'Europe, le vieux continent doit atteindre progressivement l'indépendance vis-à-vis des États-Unis. Il s'agit d'un tournant pour l'Allemagne qui, depuis 80 ans, compte sur le parapluie américain pour sa sécurité. L'Union européenne a réaffirmé leur soutien pour l'Ukraine à l'occasion du 3e anniversaire de la crise russo-ukrainienne. De son côté, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a annoncé l'octroi d'une nouvelle aide à l'Ukraine de 3,5 milliards d'euros, tandis que l'Union européenne a imposé un 16e train de sanctions contre la Russie. Et enfin, on vous laisse avec l'échelle de température prévue demain en Égypte et dans certaines capitales du monde. Avec la météo de demain, ici, mesdames et messieurs, on vient à la fin de notre journal. Merci pour votre attention.